Il y avait finalement 4 matchs au programme de cette soirée de National League. On va revenir dans cette émission Backcheck avec nos invités Laurent Meillet, avec Freddy Bobillier, bien sûr, sur ce qui s'est passé sur les différentes patinoires helvétiques. Plusieurs constats, messieurs. Ce qui est sûr, c'est que ça a été serré sur toutes les patinoires et qu'on a connu des fortunes diverses. Mais surtout, on a vu des grands gardiens, notamment du côté du Lausanne Hockey Club, qui s'est imposé et qui a infligé, grâce à ce but, notamment de Gibbons, la première défaite de la saison à Zug. Oh oui, les étrangers qui étaient en forme et Tobias Stéphane également du côté de Lausanne. On y reviendra d'ici quelques instants. Mais ce tour d'horizon des patinoires va commencer avec la rencontre de quoi? Entre les mal classés, entre les équipes à qui on prédit un destin difficile, à savoir Langnau et Ambri-Piotta. Imaginez Langnau qui restait sur une défaite 8-1 la veille au Vernet. Il fallait se refaire une santé. Et on le sait, Stéphane, c'est toujours difficile. D'aller gagner à l'Elfis. Toujours. Toujours, on n'arrête pas de le dire. La preuve, pas Ambri-Piotta ce soir, mais il y a quand même eu certaines circonstances. On va replonger dans cette partie lors des 20 premières minutes de jeu et voir ce qui s'est passé. 0-0 lors des 20 premières minutes, il ne s'est rien passé. C'était juste pour voir si vous suiviez. On est toujours là, on est toujours pas, là. Freddy Bobillier. Avec cette ouverture du score de 1-0, signée. Alors c'est Schilt qui est devant la cage, et puis regardez Anderson qui va pouvoir faire cette petite déviation subtile. Je ne sais pas trop s'il a marqué du fessier ou de la canne, mais en tout cas, oui, c'est plus du fessier que de la canne à mon avis. Ouais. Il se tourne et puis déviation, mais c'est ce qu'on doit faire, aller devant la cage. Good things happen. Good things happen, les bonnes choses arrivent si vous êtes là. Stéphane, on a quelque chose à te montrer dans ce match. Oui. C'est un cross-check sur Bianchi. Okay. C'est après ce 1-0 justement. On va le voir et on aimerait avoir ton avis là-dessus. Ça rappelle quelque chose comme Praplan un peu? Ben, écoutez, Il y a eu quoi, là? moi, je vois. S'il y a quelque chose, c'est une obstruction éventuellement parce que le gars, il va pour son rebond. Parce que le rebond revient sur lui, puis le gars va aller prendre le rebond, et puis le défenseur l'empêche d'aller. Mais là, il glisse sur 5 mètres. Là. On va pas donner de charge à la bande à 5 mètres de la bande, quand même. Non, non. Parce que c'est trop glissant, bien. Ça s'appelle un jeu de hockey. Il était plus costaud et il l'a envoyé. Il l'a fait tomber, c'est tout. Il y a une pénalité là-dessus, ou bien? Alors, écoute, moi, je n'ai pas le OK, parce que s'il y a une pénalité là-dessus... Tu regardes, tu vois, je suis un petit peu, comment te dire. Toi, tu as une tablette devant toi, tu as à peu près tous les moyens modernes maintenant pour répondre à ce genre de questions. Freddy, toi qui as arbitré longtemps. Merci pour la patate chaude. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus, moi, maintenant? Hein? Donc, non. Alors, étonnamment, je vais vous dire que non, pour moi, il n'y a pas de faute non plus. On est les trois d'accord ici. Toi qui es le procureur de voilà, de la couronne. exactement. Le choc est violent. Oui, à la bande, il va se faire mal. Oui. Mais c'est un contact entre deux joueurs avec un qui est un peu plus solide que l'autre. Et puis, le joueur d'Ambri perd l'équilibre. Alors, évidemment, il est lancé à pleine vitesse, et puis il termine sa course dans la bande, il se fait mal, mais il n'y a absolument rien de particulier à relever. Rien de méchant. Si on veut donner quelque chose, c'est une obstruction parce qu'il l'empêche d'aller sur le rebond, puis il n'est plus en possession de la rondelle, mais là, il faut chercher loin. Stéphane, on rappelle qu'on ne pénalise plus la blessure. Non, d'accord. C'est la mise en danger. Et il n'y en a pas sur cette séquence-là. On est tous d'accord, même Freddy, qui en général est assez... Sujet clos. Suivant. Allez, suivant, on va voir l'égalisation, 36e minute de jeu. C'est Fora qui va égaliser pour Ambri-Piotta. On va voir cette égalisation à 5 contre 4. Un tir qui fait mouche au niveau de la ligne bleue. Ça, c'est un but à la Freddy Bobillier. Ça pourrait. C'était séquence nostalgie, effectivement. Beaucoup de trafic devant le portier de Langnau et pas beaucoup de pression sur Fora qui a tout le temps d'ajuster son tir, un tir puissant, mais un tir précis également. Une belle égalisation pour Ambri-Piotta. Le gardien ne voit pas grand-chose. Mais là, Fora, il prend le milieu de la glace, la tête bien haute. Et Fora, messieurs, il est en fin de contrat et sûrement sur le marché actuellement. Lui et Alatalo sont sûrement les deux défenseurs suisses les plus en demande. Allez, on va voir le premier but en Suisse de Julius Nettinen. On en attend monts et merveilles sur un assist de Dalpian pour ce 2-1. Et Ambri qui prend l'avantage dans cette partie, Laurent.
Oui, il déborde bien le défenseur de Langnau et après il fait un premier tir, il reste sur le rebond, il n'y a personne qui est là pour défendre du côté de Langnau, c'est un peu bizarre, donc on aurait pu peut-être avoir un meilleur soutien de l'apport des attaquants de Langnau au niveau du back-check pour aider malgré le fait que le défenseur soit quand même fait Débordé. déborder. Ouais, c'est ça, il s'est fait, Ouais. il n'avait pas de force, il l'a mis en échec, mais il y avait un demi-pas de retard et la force physique parce qu'il est fort physiquement. Hein. Exactement, et on costaud, l'a bien vu là-dessus, il était vraiment solide et après il allait il allait attaquer la cage et c'est tout à son honneur. 2-1 pour Ambry-Piotta, donc à ce moment-là de la partie, après 2 tiers, on sera en 3e période. Et c'est surtout Langnau qui va pousser dans les derniers instants et qui va réussir à décrocher l'égalisation par Robbie Earl, qui est devant la cage. On allait voir la vidéo pour les arbitres parce qu'on voit que Benjamin Kontz va perdre sa canne et qui va même interpeller les arbitres par rapport à ça. Stéphane, ton avis là-dessus? On a cherché à voir s'il y avait obstruction, finalement. Bon, non, écoutez, sur cet angle-là, c'est assez parlant. Il n'a pas touché la canne de Kontz. Kontz laisse tomber sa canne. Et puis, Robbie Earl, la canne de Robbie Earl arrive après. C'est Brandstrom, un jeune défenseur, on va reparler après, qui tire. Il est cross-checké, Robbie Earl. Et à mon avis, c'est un bon but parce que, regardez, la canne, elle tombe avant, bien avant. Je pense que Kontz la laisse tomber pour prendre le puck avec sa main gauche même. C'est juste? Exactement, c'est ce que je pense et il la laisse tomber. Et, très bon but, valable, bonne décision de la part des arbitres. Okay. Dossier clos? Dossier clos. Affaire classée. Ok, on laisse tomber ça. N'empêche que, messieurs, on sera en prolongation, du coup. Et en prolongation, c'est dans les dernières secondes en supériorité numérique. Donc, il y a 4 contre 3 que Langnau va marquer. Une réussite d'Eric Brandström, 3-2, et qui va marquer et battre Benjamin Kontz sur le haut de son épaule, là. Short side. Oui, alors... Parfait. Alors, très très bon jeu de la part du jeune défenseur suédois de Langnau. Il avance. Mais alors, la position du numéro 10, Flynn, elle est incompréhensible pour moi. Il est en bonne position au départ, on le voit là, et tout d'un coup, il va s'effacer, il relâche, et il repart dans un no man's land défensif où il n'y a personne, et il laisse tout le champ au numéro 16 de Langnau. Et après, Benji, sur ce coup-là, je pense qu'il peut un peu mieux fermer son angle au niveau de sa mitaine, mais c'est un très bon shoot. On a vu beaucoup de ces buts depuis le début de la saison, short side au-dessus de l'épaule. Et même en NHL pendant les playoffs. Ouais. Là, on voit que, effectivement, quand il est un peu en retrait dans sa cage, ça laisse, puis il descend sur les genoux, ça laisse beaucoup d'espace ici. Non, mais c'est difficile de la placer juste là. C'est un très très bon tir. Et puis, ce Brandström, on peut en parler, c'est un jeune défenseur suédois, il est un choix de premier tour de draft, 13e au total par Ottawa en 2017. Ça fait 2 ans qu'il joue en AHL, puis c'est un défenseur, petit gabarit, 1m77-78, presque un point par match en AHL. Donc, c'est un bon espoir. Est-ce que son gabarit va lui nuire? Parce qu'on sait qu'en NHL, en dessous d'1m80, t'es poids plume et puis t'es un nain. Donc, mais il est très mobile. J'étais à Genève hier pour le match. Il part en attaque systématiquement. Bon, après ça a mal tourné. Là, t'es du remplissage en 3e tiers. Ils ont perdu 8-1. Mais on voit qu'il a un instinct offensif certain. Il part chaque fois. Il est mobile. Là, le shoot, là, c'est pas mal. Puis sur le but de Robbie Earl, c'est lui qui shoot au but. Il trouve l'axe de shoot. Donc, un but, une passe ce soir. C'est un joueur de talent. Un but, une passe ce soir, oui, c'est le game-winning goal. Mais Stéphane, quand même, tu veux nous remontrer un peu là, sur la tablette? Ce qui me dérange, c'est que le but a été marqué. Passé, là, quand même. Ce qui me dérange, c'est que le but a été marqué en power play. Donc, il y a eu 2 situations. La première situation, c'est un joueur d'Ambry qui s'en va seul au but. Il se fait accrocher par derrière. On a donné 2 minutes alors qu'on aurait dû donner penalty. Et même Freddy Bobillier est d'accord avec nous. Toujours d'accord. Laurent aussi. Donc, à mon avis, en notre avis, il aurait dû avoir pénalty pour Ambry. Ça a donné 4 contre 3 contre Ambry. Et durant ce 4 contre 3, il y a une scène qui est arrivée où on a pénalisé uniquement D'Agostini. Vous allez voir, à mon avis, c'est une erreur d'arbitrage. Regardez. Blaser est ici avec D'Agostini aux prises, avec lui. Et là, Blaser va faire une prise de tête à D'Agostini, lui arracher le casque sur la tête. Donc, il fait perdre le casque à D'Agostini. Ça, à mon avis, c'est 2 minutes et je suis absolument sûr à 100%. Et là, D'Agostini, lui, continue de jouer sans casque. Donc, D'Agostini doit être pénalisé parce qu'il continue de jouer. Il n'y a aucune discussion possible. La pénalité à D'Agostini est méritée, sauf que les arbitres auraient dû pénaliser Blaser pour lui avoir enlevé le casque. C'était clair en début d'année dans les directives. C'était une des priorités. Lorsqu'un joueur arrache le casque à l'autre ou le fait tomber, c'est une pénalité pour dureté excessive. On ne l'a pas donné. Ça a donné power play à Langnau. Il marque but gagnant. À mon avis, les arbitres n'ont pas fait leur job.
Rappelez-vous de cette date, rappelez-vous de cette erreur, car in fine, ce Ça va petit faire point, ouais. Deux équipes qui sont luttées pour la 10e place. Exactement. Un point dans un sens, un point dans l'autre en moins. On parce verra. qu'un coup, on fait 2, toujours, Freddy on suit. 1 plus 1. Ouais. Allez, messieurs, on va changer de rencontre. Jean-Claude, si tu le donnes. On va passer à notre match studio, le match entre Zug et Lausanne. C'était très intéressant de voir comment Lausanne allait réagir après sa défaite du côté du Hallenstadion, puis savoir où on était. Pas tant cette équipe zougoise finalement que cette équipe lausannoise. Parce que Zug restait invaincu pour l'instant, mais toujours avec des matchs assez serrés, toujours des situations qui avaient tourné un petit peu à l'avantage. Puis on annonçait un duel de gardiens. Finalement, le duel de gardiens a tourné à l'avantage d'un certain Tobias Stéphane. Mais avant cela, c'était la grande première du côté de Lausanne, parce qu'il se passe toujours des choses dans l'alignement lausannois, d'un certain Charles Hudon. Charles Hudon, Stéphane, c'est pas un inconnu outre-Atlantique. Ben, c'est pas un inconnu, c'est un joueur qui a joué junior au Québec, qui a eu passablement de succès, un choix de draft 5e ronde par Montréal. C'est un petit gabarit, hein. Les petits gabarits sont toujours reculés au draft, même s'ils sont très bons. C'est son cas à lui, c'est un joueur offensif, repêché par les Canadiens de Montréal. Il a joué plus souvent qu'autrement à AHL du côté de Laval, à Milton aussi au début. Donc, il est on and off. Il a fait une saison vraiment à Montréal complète, mais où il a obtenu 30 points. Mais il a toujours été utilisé sur un 3e ou 4e bloc, alors que c'est un gars qui doit jouer top 6 avec des bons joueurs parce qu'il est offensif puis jouer sur le power play. Donc, en NHL, il n'a jamais eu vraiment son rôle. Il était en AHL cette année, il n'arrive pas à faire sa place. Il avait quand même un salaire de NHL, de 700 ou 800 000 quand même, mais... et là, les Canadiens de Montréal s'en vont all-in l'année prochaine. Chez Weber, on veut profiter des dernières bonnes années de Weber et Price. On a fait des transactions, etc. Donc, il n'y aura plus de place pour lui à Montréal. Et enfin, je dirais, il a 26 ans. Il s'en vient outre-Atlantique pour faire une carrière ici. Il commence à faire un peu d'argent. Et je pense que ça va être un excellent joueur en Suisse, de ce que je connais de lui. Pas un grand, typiquement, c'est un gars pas très grand, mais assez fort sur ses jambes et tout. C'est un joueur très offensif. Je pense que ça peut être quelqu'un dont on va parler assez souvent. C'est pas mal pour son premier match. Il a déjà scoré. On va voir ça d'ici quelques instants. Mais avant cela, dans cette première période, c'est Lausanne qui va marquer, qui va même marquer un but sur chaque période avec Corey Emerton. Un peu qu'au but, on le dit souvent, Freddy, la petite déviation subtile. Oui, bon travail d'Emerton pour échapper à Schlumpf, je pense, devant la cage, où il a toujours sa canne qui est libre pour lui permettre de dévier ce puck. Et là, Giannoni est battu, il ne peut pas faire grand-chose. Un peu de réussite peut-être, certes, mais on dit toujours, c'est vrai, un puck lancé sur en direction du but, ça provoque quelque chose. Et là, c'est l'ouverture du score. Un premier tiers qui était vraiment intéressant en deux équipes. Il y a eu très peu d'arrêts de jeu, beaucoup de rythme, et puis je dirais assez équilibré en premier tiers à Zug. Emerton a marqué en deuxième période, c'est Gibbons qui va marquer. Un but importantissime pour Lausanne en tout début de période. C'est un but en supériorité numérique avec déjà un bon travail de Hudon, finalement, Laurent, puisque c'est lui qui va ramener ce puck à la cage. Tout à fait, on voit il déborde le défenseur de Zug et Schlumpf, encore une fois. Et il prend le dessus physiquement, il arrive à remettre un peu avec de la réussite le palais devant la cage et ça profite à Gibbons qui conclut de belle manière en lucarne. Donc à ce moment-là, c'était début du deuxième tiers, ça faisait 2-0. C'était on va dire, bien pour Lausanne. Et c'est à partir de ce moment-là que le match a basculé en faveur de Zug au niveau de la quantité de tirs. Mais Lausanne, on verra. On va le voir. Un bon on va le voir. défensif. Ce soir, dans la cage lausannoise, il y avait un grand Tobias Stéphane. Et Stéphane, celui qui est sur le plateau, nous a dit quelque chose. Il nous a dit, là, c'est la différence entre un gardien moyen et les grands gardiens du championnat. C'est exactement ça, parce que ça, c'est le type d'arrêt qu'on a attendu. C'est clair. Écoutez, des arrêts clés, c'est pour ça qu'on le paye aussi bien, puis c'est pour ça qu'il est aussi bon depuis des années, etc. C'est qu'un gardien, il faut être bon, mais il faut être bon au bon moment. Tu sais, des fois, dans un 6-1, tu peux faire un big save, tu t'en fous. Et là, c'était 2-0. Zug mettait la pression, c'est un arrêt clé dans le match, c'est un point tournant. Parce que Lausanne n'a pas bien joué. On peut l'analyser sur la séquence, là, mais du côté de Lausanne, on n'a pas bien paru là-dessus. Là. Oui, absolument, avec le changement qu'on a raté. On en a déjà parlé pendant la soirée, mais regardez, les grands gardiens, c'est aussi une bonne estimation, à l'image de ce poteau de Kovar en troisième période. Hein? Christo Baluette, son entraîneur, dirait qu'il a bien jugé la trajectoire. Donc non, ouais, il faut un peu de réussite, une évidence. Là, c'était un très bon tir, je trouve. C'est un tir non cadré, un poteau, je vous le rappellerai. Hein? Oui, mais c'est vrai que c'est quand même un bon tir. Et
qui est non cadré, effectivement. Et les dedans, c'est la même chose. Hein, Mais là, à ce niveau-là, et voilà quoi. Donc c'est un petit peu de réussite, ils en ont besoin. Quand il en a eu besoin, Tobias, sur ce coup-là. Donc ça fait partie des bons gardiens. Bon, Régis l'a dit hein, pendant son commentaire, des matchs comme ça, vous pouvez jouer jusqu'au bout de la nuit. Je ne suis pas sûr que Zug aurait marqué un but. Il y avait un grand Tobias Stéphane. La chance était avec lui. Puis finalement, le dernier but, c'est dans la cage vide. C'est Charles Hudon. Bah oui, Freddy, qui va fêter de la meilleure des manières son premier match quand même, hein, sous ses nouvelles couleurs. C'était peut-être pas le but le plus difficile de sa carrière, mais néanmoins, sa clôture. Je dirais un match gagné par le Lausanne Hockey Club, peut-être un petit hold-up quand même, parce que sur l'ensemble du match, je dirais qu'il y a quand même 38 à 40 minutes d'avantage à Zug. Et puis là, Lausanne s'en sort vraiment très très bien. On l'a dit et répété grâce à Tobias Stéphane qui a fait les arrêts déterminants, malgré cette domination de Zug. Zug s'est créé beaucoup d'occasions. Il a manqué le dernier geste, un peu d'altruisme aussi par moment. On repense à une action où Martini était seul face au but, avec la cage ouverte. On ne lui a pas fait la passe. Donc Zug ne peut s'en prendre qu'à lui-même finalement. 33-22 les tirs au but en faveur de Zug. Et Lausanne a bloqué 16 tirs en plus. Donc quand même pas mal de pucks dirigés vers la cage. Après, offensivement, avec Malguin et Hudon, il y a quand même 2-3 bons créateurs talent, de jeu. Là, il y a du talent. Regardez le top 6 de Lausanne, il y a du talent. Là. Ah ouais, c'est... Ok, Steph, il y a du talent. Et ce soir, puisque Hudon a fait sa grande première, c'est Conecker qui était dans les tribunes. Là. Ouais, il n'était pas blessé, hein, c'était un choix de l'entraîneur, selon les infos. Emerton a marqué, Gibbons a marqué, Hudon a marqué. Hey! Tu fais quoi, toi, au prochain match? Parce que le Conecker, là, tu es allé le chercher, là, comme ton top transfert. Oh, c'est le top transfert. Tu fais quoi? Il faudra gérer. 5 étrangers, non, mais il faut gérer. Moi, les gars ont bien joué ce soir. Hudon vient d'arriver, tu ne peux pas le retirer. Moi, je pense que c'est Gibbons ou Emerton qui vont être un peu les gars, les gars qui pourront facilement être mis de côté, plus que Hudon qui vient d'arriver, à mon avis. Mais après, il faut voir. Mais je pense pas que... Conacher, honnêtement, il ne joue pas du mauvais hockey. Sur le power play, il est très vif, il distribue des bonnes rondelles, mais il n'a pas le rendement offensif. Évidemment, on est dur, ça vient de commencer. On est toujours... on a un jugement très précoce sur les gars. Conacher, il connaît le championnat, mais il revient d'Amérique. Il a créé des trucs, ça ne rentrait pas. Et puis, jusqu'à maintenant, donc, est-ce qu'on va le saquer tout de suite? C'est problématique aujourd'hui par rapport au prochain match, parce que chacun des 3 étrangers offensifs a marqué ce soir. Mais finalement, c'est une belle opportunité pour Lausanne Hockey Club qui a cette possibilité de choisir en fonction de la forme du moment, ou s'il y a un jour ou l'autre une blessure de l'un ou l'autre des joueurs étrangers. Donc, moi, je ne vois pas ça comme un problème, mais plutôt comme une... C'est de la gestion. C'est de la gestion, exactement. C'est du grand luxe, même, quand on voit qu'il y a certaines équipes qui n'ont même pas pris 4 étrangers. D'en avoir 5 et des étrangers en plus. Berne en a 3, hein? Oui, je sais bien. Donc c'est pour ça que je dis, en plus des étrangers de ce niveau-là, un entraîneur, c'est pas un problème pour lui. Il va falloir qu'il manage ça. Mike Tavich, il a assez de charisme pour pouvoir gérer ça. Et voilà, quoi. Il a géré d'autres vedettes dans sa vie. C'est ça, donc c'est... Oh, on va voir ça, monsieur, il n'y a pas de problème. Moi, je vous écoute, je vous suis. On a parlé, mais on n'a pas pris position. On a j'ai vu. Vous avez fait de Normand. C'est à lui de manager. Hein. On devrait faire de la politique. Mardi soir, on dira, il a bien fait ou non? C'est ça. Il faut manager. On ne change pas une équipe qui gagne en même temps qu'on est cœur. Vous ne pouvez quand même pas le laisser aux tribunes pour tous les matchs. Enfin, bref, on verra ça. Stéphane, tu voulais revenir sur 2 séquences sur ce match. Parce que là, on a dit qu'à Langnaud, les arbitres, on n'est pas d'accord avec eux. On trouve qu'ils n'ont pas fait un bon boulot en prolongation. Et là, ce soir, dans ce match-là, Lausanne, il y a eu 2 fois des 2+10. Et à mon avis, c'était 2 excellentes décisions. Des trucs qu'on aurait pu dire, oh non. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il y a eu une charge sur Marty de la part de Kovar en deuxième période. Il y a eu 2+10 et c'est juste l'arbitre est très bien placé. Regardez, il a le même angle que nous. Ce que j'ai pas aimé de Kovar, c'est qu'il va y aller, mais regardez, je vais y aller comme ça. Et ce qui me dérange, c'est la hauteur. C'est qu'il se fait tout grand. Et il pousse le haut du numéro. Regardez, il met la charge là, ici, ce qui va faire basculer le haut du corps. Et Marty, la tête de Marty va donner contre le plexi. Regardez, boum, il écrase la tête contre le plexi. C'est très dangereux. Ce qui me dérange, c'est le lieu du contact. S'il le pousse au bas du corps ou sur le haut de la sur le haut de la cuissette ici, c'est moins dommageable. Et j'ai bien aimé le 2+10 parce que je trouve que c'est un peu un cheap shot. Le gars est vulnérable.
il peut s'ouvrir à l'arcade, il peut se casser le nez sur une situation comme ça. Heureusement, c'est en dommage, mais je pense que c'est 2+10, c'est une très bonne décision. Laurent, tu es d'accord? Alors, pas surtout. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, Marty, j'ai pas l'impression qu'il ait le puck. Sur l'action, en fait, il ne le prend pas, le puck. Donc ça... Et c'est pour ça que je trouve que... Parce que Marty, s'il a le puck et qu'il fait un reverse, pour moi, il doit se coller contre le... Il doit se compter contre le plexi et encaisser le choc. Et en fait, je pense qu'il est en train de le chercher, il le rate et il ne l'a jamais. Et en fait, c'est pour ça qu'il est mal placé. Et donc, au final, la finalité, c'est que c'est quand même dangereux pour Marty. Mais moi, c'est un 2+10, je trouve ça un peu serré. Bon, c'est boarding charge à la bande, c'est automatique. Ouais, pas le choix. mais c'est presque... C'est une dureté excessive? Ouais, c'est ce que je dis toujours aux jeunes arbitres. Si tu n'es pas sûr d'une dureté excessive, c'est bateau. Mais c'est vrai que sur ce coup-là, en fait, il a pas... Même, c'est presque une obstruction, en fait. Il n'a jamais le palais, Marty. Ouais. Donc, Freddy, toi, le procureur de la défense? Alors, écoute, je vais... Toujours très sévère. Non, mais ce soir, je ne sais pas ce que j'ai. Je suis assez d'accord avec tes analyses. Ça me convient pas, finalement. Mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est une frappe dans le haut du corps, ce qui fait pencher, basculer vers l'avant, et la tête vient frapper. Parce que là, s'il se tape la tête puis il saigne du nez, le nez cassé, l'arcade ouverte, on crie au scandale. Mais encore une fois, ce n'est pas la blessure qu'on pénalise. Non, mais il y aurait plus, c'est ce que je dis, dans l'optique de l'arbitre, moi, j'aurais fait... Donc, souvent, que je dis aux jeunes arbitres, si ça vous fait... si vous avez comme peur sur le moment pour le joueur, c'est en général un bon signe que c'est plus que 2 minutes. Voilà. Puis il y a un autre 2+10, on va y aller, c'est Douai, en fin de match, qui a reçu 2+10. Et je pense que c'est une bonne décision parce que pour moi, c'est encore un cheap shot sur un joueur qui est vulnérable. Ça se passe ici en haut, sur Schlum. Schlum va tirer au but. Il s'avance, il va avoir un tir au but, il va avoir un genou sur la glace. Regardez bien, je vais pouvoir le mettre en gros plan. Il a un genou sur la glace, tire au but. Et là, pourquoi Douai va chercher cette mise en échec? À quoi elle sert? Elle est haute, elle est dangereuse. Est-ce qu'il le chope contre la tête? Je ne suis pas sûr. Mais toujours est-il qu'elle est tardive. Regardez, le puck est parti, il n'y a même pas sa canne en avant pour essayer de le bloquer. Pourquoi elle va compléter la mise en échec? Je ne comprends pas. On va y aller ici. Regardez, hop! Il va, comme pour lui couper le haut du corps, je pense qu'il touche l'épaule avant. L'arbitre a levé le bras, a donné 2+10. Je suis assez d'accord avec cette charge. C'est de toute façon une charge tardive, qu'on n'entend plus parler, soit dit en passant. Ouais, de moins en moins. De moins en moins. Mais je pense que là, c'est une... Et là, si Schlumpf, au dernier moment, ne se tourne pas, il est directement sur la tête et il y a une suspension. Il prend la mâchoire. Ouais. Laurent? Moi, pareil, je trouve qu'il y a 2 minutes, oui, parce qu'il y a les charges tardives. Elle est tardive. C'est pas nécessaire. Alors là, pas du tout nécessaire. Mais par contre, elle est à l'épaule. Il ne va pas le faire mal. Il ne lui touche pas la tête. Donc 2 minutes pour toi? Moi, je mets 2 minutes. Ouais. Mais le geste est inutile. Ouais, il n'est pas inutile, mais après, en fin de match, en plus. Flo Douai, son job, c'est de finir les mises en échec. Il a été pris pour ça, pour être agressif. Il est dans son rôle, il veut finir les mises en échec, il veut... voilà, il essaye... alors, moi, je trouve qu'elle est un peu tard, parce qu'il y a quand même du temps. Inutile. Et donc un peu inutile. Après, elle n'a pas l'air si violente et elle n'est pas à la tête. S'il avait tapé la tête, là, ça m'aurait vraiment embêté. Là, allez, ouais, mais là, je suis coach du McTavish, moi, je le prends dans mon bureau parce que là, il met l'équipe à 4 contre 5 à 2 minutes de la fin. Ça, c'est sûr. Freddy, 2+10? 2+10, le geste, l'attention hier, à mon sens, et puis ça mérite d'être pénalisé comme tel. Voilà. On lutte souvent contre les 2+10, mais là, on est d'accord. Ouais, non, mais donc... Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Je me suis dit... Mais t'es entre les deux, c'est pour ça qu'on t'a mis entre les deux, hein? À part ça, messieurs, heureusement, j'espère qu'il n'est pas commotionné. Hein. On ne sait pas, hein, parce que parfois, on sait qu'après... Ouais. Vous imaginez si en plus il chope une commotion, il est présent sur les 2 buts, il chope une commotion, c'est pas la soirée de Schlumpf, hein, quand même, du côté de Zouk. 3-0 pour Lausanne. Messieurs, un grand monsieur, puisqu'il a disputé son premier match, il a réussi 2 points. On va écouter tout de suite à l'interview Charles Hudon. Charles Hudon, premier match en Suisse. Ça ressemble quand même à une grande performance de Lausanne ce soir? Oui, je pense qu'on a bien joué. On a fait les choses simples dès le début du match, puis je pense que c'est ça qui nous a amené l'avance de 2 buts. Donc, on a juste continué à faire ça en 3e période, puis on a bien sorti. Stéphane nous a aidé dans les nets, donc je pense que ça fait une bonne partie pour nous autres. Battre Zoug est toujours une performance pour les équipes qui viennent ici. On sait que ce ne sera jamais simple. Vous l'avez senti, c'est un adversaire qui met quand même beaucoup de pression. Oui, c'est un adversaire qui met beaucoup de pression, comme tu dis, mais leur vitesse aussi. Donc, il fallait s'ajuster. Je pense qu'on a bien fait.
On a eu une bonne semaine d'entraînement pour ça, puis là, on a sorti avec les points, puis ça fait du bien. À titre personnel, premier match, un but, une passe décisive. Quel est votre bilan sur quel regard vous jetez sur la performance? Je me concentrais juste à faire mes choses, donc ça a bien été. C'est sûr que c'est difficile, c'est mon premier match. La première période est très difficile, là, côté les jambes, côté le stress, mais je pense que ça a bien été en deuxième et en troisième. Merci bien. Merci à vous. Et voilà. Tu vas traduire aussi ou bien? Non, tu vas pouvoir y aller. Mais il a... Non, mais à part ça, on le découvre aussi. Hein. Vous êtes d'accord? La partie interview, pour nous, les journalistes, pour les suiveurs, etc., il y a un body language aussi pendant l'interview. Il y a ça. Bon, en Amérique du Nord, ils ont souvent l'habitude de répondre aux interviews. Il a joué avec les Canadiens de Montréal pendant une année. Il a l'habitude de répondre à ça. Il a été assailli de bombarder de questions de toutes parts. Puis je pense qu'il les a toutes vues, toutes entendues, les questions. Je pense que c'est pas Régis Cerf qui va l'impressionner. Et j'ai beaucoup de respect pour Régis. Hein. C'est pas ce que je voulais dire, Steph. Ce que je voulais dire, c'est qu'on voyait la détermination justement dans son regard. Il n'a pas l'air de venir là en disant je vais venir voir comment ça se passe, etc. Il a parlé de stress. Il était stressé, vous croyez, avant le match? Ouais, toujours, on arrive un petit peu, mais c'est pas du mauvais stress. C'est une petite appréhension, on va dire. On arrive, c'est le nouveau premier match, nouveau championnat. Voilà, il y a une petite appréhension, même du stress positif. On a envie de jouer, on est content d'être là. On n'a pas les noms de tout le monde encore. Ouais. Un bon track. Ouais, c'est ça, on ne connaît même pas tous les noms de ces... C'est qui, lui, déjà? Oui, il est pas mal, lui. De toute façon, il a envie de se faire des copains. 2 points par match, en général, en moyenne, t'as vite des copains. Quoi. Et lui, Barberio parle français aussi. Barberio, c'est un francophone. Ouais. Et tout, ça, c'est bien, c'est des points positifs, ouais, c'est sûr. Allez, messieurs, on va écouter maintenant, à la suite de cette défaite, la première de ce début de saison, l'entraîneur Zougoua Dan Tangnes. Mr. Tangnes, finally you lost the game. It was not so clear as the results show. What was the difference today? Was it just not scoring goals for your team? Yeah, that's a big part of the sport. And when you don't score, it's tough to win. But I think we did 30 minutes really good, last 30 minutes of the game. Sometimes the puck bounces your way, sometimes not. But the last 30 minutes, I think we deserved to score and to get back in the game. But first 30 minutes, we were too much on the outside. They got the go-ahead goal, and that was the difference between two tight, good teams, I think. Bad news by losing your first game. Good news by signing a new contract till 2024. What was the reason to sign this new contract? Yeah, hopefully because it's a happy relationship. Both sides wants to continue working together. I think we have a really interesting project going here in Zug in many ways, and yeah, I'm happy to be a part of that in the upcoming years as well. I was a bit confused during the announcement. There was the clause, the Corona clause. Can you explain what this could mean? The contract could be modified, depends on what happens with this coronavirus. I guess that's the new normal in the world right now. I mean, a year ago, nobody even thought about this becoming a problem. Right now, it's something that nobody really knows how we're going to handle. And I think that's why it took pretty long, even we were pretty close to each other in the negotiations. How are we going to create a Corona clause that is going to be fair from both parts? So I think all contracts that is going to be signed moving forward here is going to have one way or another a Corona restriction somehow. So yeah, clubs can survive, and also that gives the coaches and the players some kind of safety if it happens. Just from my understanding, is it less money or to terminate the contract earlier? Or? I don't want to go comment my contract on TV here, but of course there is the contract will be modified depending on how the whole COVID situation develops in the league and how the teams and the club's finances looks in the future as well. Hopefully we don't have to talk about this. Thanks very much, I Mr. hope Tangnes. not. Thank you. Thank you. Toujours très transparent, hein, Dan Tangnes, ça passe. Il est excellent, il a dit beaucoup de choses intéressantes. Moi, j'aime beaucoup, tout le temps. Il y a eu beaucoup de thématiques. On va peut-être résumer, Stéphane, parce que la première question portait évidemment sur le match. Puis il a dit, en plus, il manie très bien l'humour. Il dit qu'évidemment, si on ne marquait pas de but, c'est difficile. Il dit, écoutez, c'est une grosse partie du jeu de savoir marquer des buts. Si tu ne marques pas de but, tu ne peux pas gagner. Mais il dit que il trouve que son équipe a très bien joué dans les 30 dernières minutes. Il y a des soirs où les rebonds, les bounces sont pas en ta faveur. Et, il dit on aurait mérité de marquer tout de même sur ce qu'on a créé comme chance.
Et puis, mais il dit on a été beaucoup en périphérie tout de même par moment, donc ça, il a moins apprécié. On a parlé de son contrat après, c'est intéressant parce qu'il a signé jusqu'en 2024. Il dit qu'on a une bonne relation, tout le monde, les deux parties voulaient continuer. Un projet intéressant à Zug, etc. Et ensuite, il a une clause dans son contrat, c'est la Corona Clause. Donc là, c'est nouveau. Là, il dit que selon lui, tous les contrats qui vont être signés à partir de maintenant, il y aura une clause Corona. Probablement, il n'a pas voulu donner le détail. Si c'était une réduction de salaire ou une réduction du temps de son contrat, il ne veut pas donner le détail, mais il dit que ça va être une nouvelle donnée maintenant. Il y aura des restrictions et pour lui, tout, ça va changer maintenant. C'est une nouvelle donnée. Il y aura une clause Corona ou une clause virus, parce que c'est possible, ça ne s'appelle pas Corona. Mais moi, voilà, ça termine ce que lui a dit, mais moi, je pense qu'à l'inverse, les meilleurs joueurs, j'en parlais dans ma chronique la semaine prochaine, les meilleurs joueurs vont s'assurer d'être payés quand même en cas de coronavirus ou de virus en ayant peut-être un boni à la signature. On sait qu'en NHL, comment se fait le marketing avec les bons joueurs? C'est qu'on dit, bien, comme Austin Matthews a, Carey Price à Montréal, mettons que tu as un salaire de 15 millions, bien, tu as 14 millions de boni à la signature, que tu as un chèque au mois de juillet, et puis après, tu es payé 1 million durant l'année. Donc, ton risque en cas que le championnat ne se déroule pas, c'est 1 million, c'est ton salaire. Mais tu as le 14 millions, tu le touches, quoi qu'il arrive. Beau temps, mauvais temps, volcan, pas volcan, virus, tu le touches. Et moi, je pense que beaucoup de joueurs ont ça, mais les meilleurs joueurs l'auront peut-être pas. Ils vont être payés, comme on dit, upfront, en boni, pour éviter de perdre de salaire. Ça va être, pour les meilleurs joueurs qu'on va s'arracher, ça sera peut-être un outil marketing. Vous en pensez quoi? C'est la première fois qu'on entend parler de cette clause, oui. En tout cas de Très mon côté. Mais c'est intéressant. Je crois que tout a changé dans le monde autour de ce virus. Là, on voit aussi les clubs se rendre compte, les clubs sportifs, de la difficulté à remplir l'interdiction de remplir les patinoires, le manque à gagner que ça occasionne, le risque de disparaître du circuit professionnel. Donc, je pense qu'il y a une bonne réflexion là derrière, d'anticiper tout cela. Maintenant, je trouverais plus logique et plus loyal de faire le même contrat avec tout le monde plutôt que de favoriser l'un ou l'autre des joueurs. Mais on sait que c'est peut-être un peu utopique. Mais je pense que tous les clubs vont dorénavant y penser et puis prévoir quelque chose dans ce sens-là. Parce que même si, comme tu disais Stéphane, tu as une prime à la signature qu'on te verse les 14 millions, tu mets en péril ou en danger les finances de ton club en faisant cette signature. Est-ce que ça n'oblige pas les clubs à faire comme les clubs de NHL, puis toute entreprise décente, c'est de faire des réserves? Parce que là, il y a plein d'entreprises qui ont été touchées par le coronavirus, je sors du cadre un peu, qui, elles, ont payé leurs employés quand même. Il y a eu le chômage partiel, etc. Mais souvent, les entreprises ont des réserves en cas de mauvais coup, en cas de perte de chiffre d'affaires. Mais ceux qui n'ont pas fait de réserve jusqu'à aujourd'hui dans le monde du sport, ce n'est pas cette année qu'ils vont faire. On n'a pas l'habitude d'en faire. Est-ce de la bonne gestion? C'est la question. Non, c'est sûr qu'il va falloir s'adapter. Il va y avoir une nouvelle donne et on a parlé au début de saison aussi du salary cap. Il y a peut-être des choses qui vont être mises en place pour pouvoir justement anticiper si des nouveaux virus arrivent ou des circonstances exceptionnelles. Et je pense, après, ce serait intéressant de savoir c'est quoi l'arrêt du championnat total, une perte financière, qu'est-ce que la clause implique, comment la clause va être déclenchée en fait. Quel est le déclencheur de la clause? C'est arrêter complètement le championnat à la 25e journée, à la 35e journée? C'est le nombre de matchs, c'est les revenus, c'est le nombre de spectateurs? C'est ça, c'est quoi? C'est ça qui est intéressant aussi de savoir. Comment tu la déclenches, cette clause, et qu'est-ce qu'elle va avoir comme conséquence sur les salaires ou sur la rupture de contrat. Mais il faut déjà voir si ça va s'étendre à chaque club. Et puis la grosse question, je vous comprends et je vous suis, messieurs, dans votre discussion qui est très intéressante, mais imaginez, comme on ne sait pas combien de temps va durer cette période de coronavirus, de signer des contrats à long terme pour des joueurs, des entraîneurs, ça va devenir compliqué. Ouais. Si vous faites ça, on le voit déjà pour des entraîneurs, donc on se sépare après 6 mois, c'est une possibilité pour le club de dire « Non mais attends, on veut plus, on signe 3 ans, mais là, regarde, on n'arrive plus, on ne veut plus ». Puis grosso modo, avec le corona, ça permet de ne pas te payer pendant 3 ans. Peut-être que c'est une possibilité pour ça. Après, rappelez-vous, il y a un gentleman agreement cette année. Maintenant, on n'est pas censé aller débaucher dans les équipes adverses. Mais là, grosso modo, si vous n'avez plus de gentleman agreement, puis vous ne mettez pas cette clause-là,
Ça devient compliqué. Il n'y a pas de période de transfert en Suisse, hein, je vous rappelle. Non, mais là, c'est pour ça que on est déjà en train de signer des joueurs de l'année prochaine. Là, cet hiver, on dit on ne se pique pas de joueurs entre nous parce que, en fait, c'est comme on a dit de réduire les salaires. Si vous réduisez le salaire à quelqu'un, la personne peut dire, ben, vous ne respectez pas le contrat, on a le droit de rompre le contrat. Pour éviter que les mécontents aillent voir ailleurs et que tout le monde fasse ses emplettes, les plus riches. Voilà, on a dit, on se tient les coudes cette année pour pas que les joueurs puissent bouger. Donc, pour pas qu'ils puissent utiliser leur droit de partir. Donc, c'est un peu limite. On ne va pas se pencher là-dessus. Mais là, pour 2021, là, c'est parti. Hein? Fora est sur le marché, Alatalo est sur le marché, Fuchs est sur le marché, tout le monde le veut. Bien a dit non, on n'arrive plus à suivre les offres. On négocie même plus avec Jason Fuchs. Moser vient de re-signer. On s'est dépêché de re-signer le jeune Sandro Schmidt à Fribourg parce que tout à coup que le prix monte, on va le signer tout de suite. Bon, les jeunes sont restés dans leur club, mais... Je suis d'accord avec toi, mais si la saison ne va pas jusqu'au bout et si l'année prochaine, il n'y a pas de saison, tu fais comment avec ton contrat et ton joueur? Ils ont l'air assez confiants. Mais je pense qu'ils sont obligés d'anticiper que ça va être bien. Ils ne peuvent pas se dire que... C'est pour ça que... Parce que tu loupes le bateau, hein? Oui, tu loupes le bateau. Après, se dire que tu arrêtes tout. Et je pense qu'ils sont obligés, sur certains joueurs, ils sont obligés de faire... de donner des contrats qu'ils doivent donner. Et par contre, il y en a quand même certains qui vont être mis un peu de côté et attendre le dernier moment pour signer leur contrat. Ça me et puis il y aura peut-être pas l'année prochaine, mais en tout cas dans 2 ans, une modification du nombre de joueurs étrangers. Ça, on y va droit devant. Hein. Et par rapport au salarié cap, je pense qu'on va tourner ça dans le sens inverse. Au lieu de dire il y a un maximum d'étrangers, on va dire qu'il doit y avoir un minimum de joueurs suisses sur la feuille de match. De joueurs au passeport suisse. Mais ça se fait beaucoup parce que déjà, en France, en rugby, ça a été fait. En hockey, ça a été fait aussi. Il y a un minimum de 12 joueurs. En France, c'est différent. En France, par exemple, c'est formé en France. Mais il y a des termes différents. Mais après, là, ça peut être le passeport suisse. Ça peut être... Non, mais c'est parce que suivant les lois européennes, il faut que ça soit formé ensemble. On ne peut pas avoir de discrimination par rapport à ta nationalité suivant l'Union européenne. On aura absolument. C'est encore un grand débat, messieurs. On va devoir avancer sur cette soirée parce qu'il reste encore quand même plusieurs matchs à détailler. Et on en reparlera très certainement. Ne manquez pas la chronique de Stéphane, vous l'avez compris, sur notre site internet mysports.ch. Ça sera mardi pour ta chronique. Tu vas certainement revenir là-dessus. Allez, messieurs, on va passer à Zurich-Berne quand même. Sur le papier, très intéressant. Ça rappelle pas des finales de championnat entre Zurich et Berne hein, quand même. Ça, c'est l'affiche classique, dira-t-on. Et on va voir ce qui s'est passé du côté du Hallenstadion, où il y avait une particularité. Regardez, on parlait du coronavirus au niveau des contrats à Zug, puis ça va peut-être se répondre. On a testé quelque chose. C'est un test. C'est un test ce soir, il faut bien le dire. Regardez, ça fait un peu... je ne sais pas, ça fait un peu partie d'église, vous savez, dans le chœur parfois. Dans les cathédrales, là, on se mettait comme ça. Là. C'est comme ça, voilà. C'est les plexiglas. Je me dis, est-ce qu'on est vraiment rendu là pour convaincre l'État de ne pas arrêter le championnat? Hein? Est-ce qu'ils vont chaque fois à la même place? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, parce que tout à coup, il y a des il y a des gouttières où il y a des désinfectés chaque fois. Tu as mis ton spray avant de... Non, mais sur le rebord du banc, si j'ai bien compris, j'ai des photos que j'ai vues aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a même devant le banc des lignes, des scotch verts pour dire que tu peux te mettre là, puis... Parce que souvent, on est appuyé sur le banc comme ça, puis on se parle, puis ceux qui embarquent sur la glace, ils sont côte à côte. Mais là, il y aura des distances de sécurité, même lors des changements. Je me dis, est-ce qu'on est vraiment rendu là? Non, mais... Tant qu'on n'est pas obligé de porter le masque pendant le match. Mais ils ont essayé, hein, pendant cet été. Non, mais là, ça peut... Là, c'est un peu le délire. Peut-être qu'on n'aura plus le droit de jouer après 21h. Il y aura peut-être des couvre-feux. Parce que le virus, c'est connu, circule beaucoup mieux la nuit. Après un certain temps. Ouais. Allez, messieurs, plus sérieusement, revenons là-dessus avec la 3e minute de jeu, l'ouverture du score signé Prassel, assist de Simic et de Marty. On vient d'attaquer cette 3e minute de jeu. Ça travaille fort dans les bandes du côté zurichois. Et finalement, Prassel, c'est pas le but non plus le plus compliqué de sa carrière, mais soyons honnêtes, messieurs, si ça, les chasseurs de but, il faut être au bon endroit au bon moment. Oui, mais il y a eu un sacré travail de forechecking au préalable avec un gros travail offensif. Berne qui s'est un peu troué dans sa relance. Bon pressing, le puck a été récupéré, un lancer de la ligne bleue, ça a bien pioché devant le goal. Ça reste quand même un joli but globalement. La finition n'était pas la plus compliquée, effectivement. Et j'attire votre attention sur les maillots spéciaux de Zurich ce soir. Oui, Laurent, tu voulais dire quelque chose parce que tu as été le premier, il faut le dire. Non, j'aime bien ces maillots un peu vintage là. Donc c'est pour les 90 ans
Donc, Du club, exactement. Du club, et ça fait toujours plaisir de revoir ces maillots des Madio comme ça. Je les trouve beaux, sans sponsor, sans rien. C'est des jolis maillots. Ouais, moi aussi, sans sponsor, ça fait moins arbre de Noël un peu. Il n'y a pas Landy en arrière ou McDonald's sur les bas. J'ai rien contre les sponsors, mais je comprends que c'est des revenus, mais des fois, ça dénature complètement les maillots. C'est un peu dommage. J'aime bien ces maillots épurés. Là. J'espère que tu n'as rien contre les sponsors parce que tu viens d'en citer 3, comme ça, en passant, etc. Bon, parce que je pense toujours... Je me demandais si tu avais des bons de réduction dans les fast-food, toi, au bout d'un moment. Écoutez, voilà. Mais bon, je les appellerai après pour dire qu'ils... Allez, messieurs, on sera en deuxième période, 31e minute de jeu. On croit vivre l'égalisation du CP Berne, vous allez voir, avec un but de Britten. Mais encore une fois, l'œil de lynx de Laurent Meunier avait signalé, déjà avait vu une sorte de... Hey, on va aller voir la vidéo parce que ça sent le hors-jeu. C'est dommage parce que Pablo, il veut faire l'effort. Hein. Et donc... c'est dommage pour Berne et on part encore un but au-dessus de l'épaule, mais ce n'est pas un but. Je pense que Ludo savait qu'il y avait hors-jeu, donc il avait... Il a bien anticipé. Il avait bien laissé. Non, bon, un bon call en tout cas du staff d'entraîneur de Zurich qui a su percevoir ce hors-jeu de Praplan, donc un bon boulot du staff. Oui, tout à fait. C'était très sérieux, c'est un bon challenge à prendre, je pense. Il faut prendre. Ça change le match, hein, ceci dit. Carrément. Disons que oui. Et surtout qu'on sera en troisième période toujours sur ce score de 1-0. Et c'est Zurich qui va doubler la mise grâce à Gehring, 45e minute de jeu. On parlait du forechecking, apparemment encore et toujours la Zurich avec Gehring qui perd l'équilibre un peu. Enfin, il a peur de la fin de la chute. En deux temps. C'est vrai. Non, mais des fois, c'est les meilleures fins. Je tombe, mais je tombe pas. Je tombe, non, je tombe pas. Oui, parce que ça a permis, le gars était dans la ligne de shoot, puis c'est un moment d'hésitation. Regardez, Chervais, il est là, hop, il est passé, ça permet de s'aménager une ligne de shoot. Mais les feintes ratées, c'est les meilleures. Génial. Le sourire de Gehring, il est génial. Il sait très bien. Oui, c'est pourquoi. Il va se faire chambrer, oui. Et finalement, dans la cage vide, Hollenstein qui va signer le 3-0. Hey, messieurs, Stéphane, tu l'as annoncé, pour Berne, c'est compliqué cette saison. C'est compliqué. Il joue 3 étrangers, dont un dans la cage. C'est une équipe qui manque de profondeur. C'est la seule équipe dans la Ligue qui a seulement un assistant sur le banc. C'est Alex Reinhardt. Et bon, ce soir, ils ont 37 tirs contre 21. Donc, ils n'ont quand même pas si mal joué que ça. Je pense qu'ils ont quand même s'aménagé. Mais c'est une équipe qui manque cruellement, même avec Guétaz. Guétaz est au centre du 3e bloc ce soir avec Chervais. Il a un peu équilibré ses trucs en mettant Britton sur le premier bloc. Mais Britton au centre et puis Jeffrey. Mais c'est une équipe qui manque cruellement de profondeur. Les joueurs qui sont allés chercher, c'est pas des top joueurs. Et puis là, il faut le dire, écoutez, il y a toutes sortes de trucs qui se passent autour de l'entraîneur depuis le mois d'août déjà. Je comprends. Voilà, c'est un choix assez spécial. Il n'y a toujours pas d'assistant parce que ce monsieur veut amener son assistant à lui, semble-t-il. Et il fait la fine bouche sur tous les autres assistants possibles et imaginables. Et puis, ça donne ce que ça donne. Ça donne ce que ça donne, mais on se rappelle quand même qu'à Berne, il y a quelqu'un qui s'appelle Marc Lutti. On a déjà connu moins Passion, quand même. Oui, mais exactement, les gars, moi, je vous pose la question. Pourquoi, à Berne, est-ce qu'il fait l'impasse sur cette saison-là? On sait qu'à Berne, ils sont drôlement touchés. Il y a que 6 000 personnes à la patinoire. Donc, au niveau des revenus, la restauration et tout, Berne, ça a durement touché. Est-ce que Berne sont à ce point dans la Moïse pour engager un entraîneur à un tarif inférieur à celui de la Ligue B? Voilà, ils ont pris le moins cher, avec ce que ça donne, avec toutes les histoires autour. Et puis, d'aller seulement avec 3 étrangers. Ben, on peut imaginer qu'ils doivent faire attention à leurs finances. À ce point-là, je pense qu'ils ont dû peut-être être déjà impactés l'an dernier. Même, ils ne disaient pas trop, j'avais entendu, mais ils ont peut-être été quand même impactés l'an dernier par le fait de ne pas faire les playoffs. Là, cette année, on voit qu'ils prennent 3 étrangers. Comme tu dis, ils n'ont qu'un assistant. Ça, c'est vraiment bizarre pour un club de ce calibre. Ils ont de la chance d'avoir Gaëtan Haas, qui, je pense, leur coûte pas énormément cher. C'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel, parce que imaginez sans Gaëtan Haas en plus. C'est vrai que c'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse sur ça, mais ils doivent financièrement faire attention. Ils n'ont pas de mécènes. C'est pas des clubs qui ont quelqu'un derrière qui rajoute de l'argent. Donc,
c'est une société et c'est un temps qui est difficile et je pense que c'est difficile pour eux. Ils ont beaucoup aussi de restaurants, de gastronomie. Ouais, ça, c'est Et fermé, ça aussi, c'est très impacté partout à cause du Covid. Donc, ils sont, à mon avis, assez impactés, c'est sûr. C'est clair, 10 000 personnes de moins par match, Ah ouais, ça en c'est fait terrible, des chiffres d'affaires en moins. Ça en fait Mais des après, bières. de l'autre côté, quand on dit qu'ils n'ont pas un banc très très profond, vous cumulez Haas, Scherve, Praplan, Moser, Pestoni, Ruffnard, Jeffrey. Il y a pas mal d'équipes quand même qui aimeraient, même s'ils sont un peu, entre guillemets, vieillissants. Puis je suis un peu dur avec. Ou surévalué. Ouais, c'est quand même des gars qui sortaient leur épingle du jeu dans les autres championnats. Ils ont un super portier étranger qui peut tenir la baraque. Ce soir, ils n'ont pas fait un mauvais match, bien au contraire du côté de Zurich. Ils ont remporté le nombre de lancers en direction du but, mais de l'autre côté, Zurich a bien joué et Weber a fait un très bon match. Ok messieurs, c'est ce qu'on pouvait dire évidemment sur cette rencontre. Dernier match de la soirée, c'est la rencontre entre Rapperswil et Genève Servette. Que s'est-il passé pour les Grenats qui restaient sur un succès 8-1 à la veille à domicile face à Langnau? Eh bien on le sait, c'est toujours difficile d'aller jouer à Rapperswil. C'est Dameria qui l'a dit la veille et c'est vérifié en effet. Rapperswil à domicile, c'est une équipe coriace et Stéphane nous l'a dit, il a sorti sa boule de cristal et il a dit « Ah, c'est toujours compliqué malgré l'ouverture du score de Genève Servette. On est en supériorité numérique, c'est le premier but de Smirnov en powerplay. Smirnov qui était aligné sur la 4e ligne en début de saison. Hier soir, il était sur le premier bloc avec Winnick et Fair. Il a obtenu une assistance et ce soir, il joue encore avec eux. Donc, c'est plus facile quand tu joues sur le premier bloc avec les deux excellents joueurs de marquer des buts. Smirnov, on avait été étincelant l'année passée, notamment sur le powerplay. Cette année, un petit peu... voilà, mais quand il a été aligné différemment. Allez messieurs, on va voir l'égalisation, 43e minute de jeu. Oui, Genève Servette qui n'arrive pas à prendre de large dans cette partie et c'est Rapperswil qui va même égaliser. Yelovac qui temporise avec Genève Servette qui tente de se dégager. Et finalement, Yelovac qui va récupérer et une nouvelle fois un but au-dessus de l'épaule. Côté court. Côté rapproché. Voilà. Ça semble être la tendance. Je pense que les gars, durant la pause estivale à rallonge, ils ont entraîné ça. Je ne sais rien, parce que c'est vrai qu'il y en a systématiquement à tous les matchs. Et c'est vrai que Genève, dans ce match, a fait 3 poteaux et n'a pas été payé. Et là, on l'a dit au début, ça n'allait pas être facile pour Genève. Et oui, on arrive en prolongation puisque plus rien ne sera marqué. Et c'est finalement l'homme providentiel, souvent dans cet exercice, en tout cas la saison passée, qui va donner la victoire à Rapperswil. C'est un certain Roman Chervenka. On est en début justement de prolongation. Elle a été chanceuse. A été touchée. Oui. Elle a dévié sur la canne de fer. Là, c'est un but chanceux. Bon, il rentre à l'intérieur quand même avec la vitesse. Là, il bat un peu Winnick. Regardez, elle dévie sur la canne de fer. Regardez. Boum. Non, il lui partait. C'est pas comment, c'est combien. Exactement. Des fois, c'est comme ça. C'est un vrai but de... L'entraîneur Zouk parlait des bons rebonds et c'est exactement ça. Des fois, ça touche la canne, ça rentre dedans. Et Genève, ils en ont eu un paquet de bons rebonds hier soir. Ils jouaient contre Langnau, ils ont été bons 8-1. Il y a eu 2-3 buts, là, ça a touché 3 gars, puis ça a rentré. C'est ça. Hop, la balance. Mais Genève qui peine quand même à enchaîner, messieurs. Défaite donc du côté de Rapperswil. On va écouter la réaction d'Arnaud Jacquemet. Arnaud Jacquemet, défaite finalement pour Genève Servette sur une patinoire qui vous convient guère. Vous avez eu pas mal d'occasions. Quel est votre sentiment à la fin de ce match? Ouais, c'est dommage. Je pense qu'on avait tout pour bien faire. On a vraiment joué un match par rapport à ces dernières années qui était solide. Souvent, on arrivait ici, après 20 minutes, on était déjà à courir après le score. Là, ce soir, ce n'était pas le cas. Donc, je pense qu'on avait vraiment fait ce qu'il fallait. Et puis, on n'a pas réussi à marquer ce deuxième goal qui, je pense, aurait pu tuer l'affaire. Sur la troisième période et sur la prolongation, est-ce que la fatigue a joué un rôle? Non, je pense pas. Après, voilà, c'est clair qu'ils sont plus frais que nous. On a eu le trajet aussi. Mais on n'a pas encore eu beaucoup de matchs à enchaîner cette saison. Donc, voilà, ils ont un petit avantage. Mais voilà, je pense qu'à la fin, on veut gagner. Donc, non, je pense que le fait d'avoir joué hier soir, ça ne nous a pas désavantagés. Merci. Merci beaucoup. Un peu de frustration, évidemment, du côté d'Arnaud Jacquemet après cette défaite de Genève Servette. Messieurs, il est temps de passer aux 3 étoiles de la soirée.
La troisième étoile de ce soir, il disputait son premier match avec le Lausanne Hockey Club. Il s'agit d'un certain Charles Hudon. Et Stéphane, tu nous le vends déjà comme une des attractions du championnat. Ben, c'est un joueur qui a le profil type pour jouer en Europe. Un petit gabarit, s'il mesurait 5 cm de plus, il jouera en NHL sur un top 6 dans une des équipes. Et malheureusement, la NHL n'a pas vraiment changé. Il y a très peu de petits joueurs qui jouent dans cette ligue, malgré ce qu'on croit. Il fait partie de ceux-là. Il a suffisamment de talent, comme Rowe, comme Arcobello, comme Tony Rayala. C'est tous des gars qui sont ici parce qu'ils sont trop petits, mais ils sont hyper talentueux. Et je pense qu'il pourrait avoir une très belle carrière ici en Suisse pendant des années. On connaît son talent depuis longtemps. La deuxième étoile de la soirée avec 33 arrêts, blanchissage pour lui. C'est Tobias Stéphane, Laurent Meunier, un Tobias Stéphane au sommet de son art ce soir, du côté de Zoug. Oui, je pense qu'il avait à cœur toujours, quand il revient à Zoug, de faire un gros match. Et en l'occurrence, aujourd'hui, il a vraiment aidé Lausanne à gagner ce match. Donc, très belle performance de Tobias. Il y a un ancien fribourgeois qui est en train de faire sa place dans le club favori du championnat. Il s'agit de Ludovic Weber, une nouvelle fois dans la cage ce soir, à domicile face à Berne. 38 saves, s'il vous plaît, Freddy. Oh. Bah oui, 4 matchs pour Ludovic Weber, 4 victoires du côté de Zurich. C'est une belle surprise de ce début de championnat. Petit à petit, il se fait sa place, non pas au soleil, il travaille dur pour être là. Et bravo à lui. Ouais, mais chapeau hein, quand même, à part ça. Hein. Honnêtement, moi j'ai toujours trouvé. Ouais, il est très bon. J'ai joué avec, j'aime bien en plus j'aime bien l'homme. Donc il a fait des bons matchs à Fribourg. Maintenant, il était jeune. C'était la problématique d'enchaînement des matchs. Souvent la problématique avec les jeunes gardiens, ils sont capables de faire des belles performances et après avoir cette continuité dans le haut niveau. Et là, il fait 4 bons matchs. J'espère qu'il va continuer. Moi, je trouve qu'il a énormément de talent et donc voilà. Allez messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée. On vous rappelle qu'il y avait 2 matchs qui étaient reportés pour cause de quarantaine, celui de Fribourg-Gotteron et de Lugano. La victoire donc d'Ambry Piotta de Lakers face à Genève Servette, on vient de le voir, 2-1. Le succès de Langnau contre Ambry, là aussi après prolongation sur le score de 3-2. Puis 2 scores de 3-0, la victoire de Zurich et la victoire de Lausanne ce soir du côté de Zoug. Au niveau du classement, 2 équipes avec 12 points après 6 matchs. On retrouve donc Zurich et Lausanne, Fribourg-Gotteron sur le podium, suivi de Zoug, Genève et Lugano. Suit ensuite Rapperswil, Bienne, Ambry et Berne. Et ensuite, qui ferme la marche, Langnau et Davos. Mais vous voyez, entre 6 matchs disputés pour ZSC Lions et 2 matchs disputés pour Davos, il y a quand même une grande différence. Voilà, on ne jouait pas en Swiss League ce soir. On arrive à la fin de ce back-check. On va remercier nos invités. Merci beaucoup, Freddy Bobillier. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir. Merci, Laurent. Laurent, je prends un petit peu de temps et de ton temps, parce que demain soir, sur MySports One, après back-check XXL, il y aura le premier épisode du repas d'équipe, la toute nouvelle émission de MySports que tu présentes avec Christophe Baluet. Ce sera Julien Sprunger comme premier invité. Tu peux nous en dire 2 mots, là ? Ben oui, c'est une idée qu'on a eue avec Cristobal, qu'on est venu présenter à MySport. Et ça s'est fait et on a été très bien accueillis pour le faire. On nous a laissé carte blanche pour avoir les invités qu'on voulait et faire des bons repas d'équipe. C'est-à-dire, on a un invité et en fait, on lui pose des questions un peu sur sa carrière, mais c'est surtout une discussion entre nous et vraiment pour avoir du bon temps, sans connaître un peu l'invité du côté un peu de sa vie normale, on va dire. Et donc, c'est vraiment un moment convivial qu'on veut avoir avec l'invité et passer du bon moment. Est-ce qu'il y a des moments qui ont dû être censurés? C'est la question. Alors, il y aura pas mal de moments pour le bêtisier, sûrement. Il y aura pas mal de moments pour le bêtisier. Hein, et puis, manquez pas ce premier épisode avec Julien Sprunger, parce qu'en plus, tu ne l'as pas dit, mais l'invité a la possibilité de venir avec un autre invité qui a marqué sa carrière ou qui est très proche de lui, etc. Du côté de Julien, ça sera un grand nom de Fribourg, j'en dis pas plus, mais on va apprendre. Vous allez apprendre certainement pas mal de choses, etc. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est vraiment une discussion plutôt qu'une interview. Il ne faudra pas manquer ce rendez-vous, vraiment. En plus, ils ont été très bons. Il y a des grands moments de rigolade, vous allez voir ça. Pas mal du tout. On va apprendre pas mal de trucs sur la vie d'équipe, notamment. Et puis, ça sera demain soir après back-check XXL. Stéphane, on se donne rendez-vous demain ? En même poste. 19h25 ? 19h25. Tu seras prêt ? Bien Zurich ? Toujours.
Intéressant Là aussi. de Zurich. Ah, ouais, ça va être très intéressant. J'espère que vous serez au rendez-vous. Nous, on le sera. Merci à toute l'équipe technique pour avoir assumé de main de maître la réalisation de cette émission. Et puis rendez-vous demain. Portez-vous bien. Bye bye.